Peut-être pas le français en lui-même, mais le système. On rend les gens très feignants. Pas bosser ou... Le chômage, c'est qu'en fait, quand tu as l'habitude de voyager et que tu rentres en France, tu as un choc. Il y a un choc culturel. Quand tu rentres en France, tu n'es plus chez toi, quoi. Enfin, tu sens plus, il n'y a plus cette authenticité. J'ai plus cette envie d'y retourner de toute façon. Non, pas du tout. Ça te manque pas du tout? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu aimerais voir changer en France pour te donner l'envie d'y retourner? Absolument rien. Moi, je suis bien ici. C'est dur de vivre en France en ce moment? Ah oui, mais même moi, quand je travaillais, même dans les grands restaurants, c'était très difficile. C'est pour ça que je peux facilement m'expatrier. C'est pour ça que j'ai pu aller dans tous les pays où je suis allé. Je suis parti avec mon sac à dos. J'ai pris un billet d'avion. J'ai posé mes valises dans les auberges de jeunesse. Tu te sentais pas un peu instable? Ma mère me le disait tout le temps. Pas d'économie, c'est je gagnais, je dépensais. Je m'achetais des belles montres. Je dépense tout ce que je gagnais, je redépensais. Gucci, Cartier, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est pas une question d'avoir aimé, c'est que j'avais goûté au voyage. J'avais goûté aux femmes étrangères. Donc ma femme, c'est elle qui s'occupe donc de tout le staff et tout de suite, ça marchait. C'est pas vrai? C'est difficile de rester fidèle. Donc on s'est rencontrés via Tinder ou un autre, je sais plus, enfin peu importe. Attends, tu te rappelles plus d'ici où tu as rencontré ta femme? Non, il y en a plusieurs. C'est mon bras droit. En fait, voilà, elle fait tout ce que moi j'ai pas envie de faire. Donc elle fait toute la plonge. En fait, moi, ce qui a lancé ma carrière, c'est que j'ai rencontré ma première femme sur les bateaux de croisière au Mexique. Ça a été un coup de foudre et on s'est mariés 15 jours après. C'est elle qui m'a demandé au mariage. C'était une américaine. Très très belle en plus. À 29 ans, tu veux voyager, tu veux rencontrer, tu veux avoir des expériences, tu veux t'amuser, belle voiture. En rentrant en France, je me suis aperçu que j'avais fait une grosse bêtise, quoi. Au bout de 3 ans, j'en ai eu marre. J'ai dit à ma femme et mes 2 filles, j'y vais, on vend tout, on arrête et on part à l'étranger. C'est dangereux, c'est très dangereux. Ouais, j'avais un garde du corps qui m'accompagnait partout où j'allais, moi et ma femme. J'ai même été en prison. C'est un pays que tu recommanderais quand même ou pas du tout, les filles? C'est vrai? Non, pas du tout. Une sorte de chantage, ça, hein? C'est du chantage, oui, tout à fait. Sabri Tai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui je suis avec Fabrice. Si l'actualité en Thaïlande vous intéresse et que vous voulez avoir des astuces pratiques, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram et la newsletter, je vous mets les liens en description. Bonjour Fabrice. Bonjour Sabri. Comment vas-tu? Super. Ravi de te rencontrer. Merci, ça fait longtemps que je voulais te voir. Ah, c'est sympa. Tu es venu avec un budget de combien en Thaïlande? Alors, comme c'était le Covid, on n'a pas voulu mettre tous les œufs dans le même panier, donc le budget qu'on s'était mis au départ, c'était 1,5 million. Ça fait à peu près 25 000 euros. Vous en êtes sorti avec ça alors ou pas? Oui, alors pour démarrer, ça a très très bien marché pendant un an, mais j'ai quand même réinvesti beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup d'argent, j'ai réinvesti à peu près 1 million, 1,2 million depuis... Le total, ça a coûté combien? 2,5 millions, 3 millions. Donc pour ton business aujourd'hui, tu as investi à peu près 80 000 euros. À peu près 80 000 euros. Ouais. D'accord. Et tu t'en sors bien aujourd'hui ou pas? Cette année, on va faire un peu plus de 5 millions. Ouais, donc ça marche très très bien. Très très bien. Tu as besoin de combien pour vivre par mois? En Thaïlande, quand on a tout fini de payer 200 000 bahts, tout le reste, c'est pour nous. Ok, donc tu as besoin d'à peu près 6 000 euros pour vivre par mois? Ouais, à peu près, ouais. 200 000 bahts, c'est beaucoup quand même pour vivre. Le loyer, la voiture, je continue à payer la voiture, le loyer, l'appartement, les salaires, la farine, le beurre est très cher. Avec toutes les charges, évidemment. Avec toutes les charges, tout compris. Et tu penses que demain, une famille a besoin de combien pour vivre ici en Thaïlande? 1 500 euros. 1 500 euros pour une famille ou pour un couple? Pour un couple, 1 500, 1 600 euros, c'est bien déjà. Hein. Alors Fabrice, où est-ce qu'on est maintenant? Là, on est devant le magasin. Une idée de ma femme, il y a une année. Elle a décidé du jour au lendemain d'ouvrir une boutique de croissants. Elle m'a demandé le nom. Je lui ai dit la boulangerie de Bangkok. C'est ce qui me paraissait le mieux. Et donc, ça fait maintenant 1 an que c'est ouvert. On a la vendeuse qui est ici depuis 6 mois. Comment s'appelle la vendeuse? Ma femme a le savoir. Je sais pas du tout. Et donc, moi, je m'en occupe pas. C'est ma femme qui s'en occupe. Et moi, je fabrique tous les jours. En général, je fabrique tout le soir quand j'ai fini mon atelier. Ma femme se lève le matin, elle va tout faire pousser. Le matin, elle va venir avec la voiture, elle va tout déposer et on va revenir le soir. Parfois, on remet et on va revenir le soir pour fermer à 19h. C'est marrant parce qu'on est situé dans un endroit assez local quand même. Oui, on est sur le parking de Max Value. Voilà, et j'aurais jamais pensé qu'un stand comme ça, c'était fait par un Français à Bangkok. Ma femme est thaïlandaise, donc... D'accord, donc oui, il y a un peu une French touch ou pas, non? Ouais, c'est complètement français. C'est de la farine qui est importée de France, c'est du beurre et des vires. Tous les produits, les chocolats, tout est importé français. Je travaille avec un groupe français sur les farines et je suis sponsorisé aussi par le groupe. Bon, j'allais te poser, est-ce que les Thaïs aiment bien? Donc je pense que oui, parce qu'on a des clients en direct. Oui, alors on en vend pas mal quand même. Hein. On arrive à en vendre entre 150 et 300 pièces le week-end, ce qui est quand même représentatif sur un petit espace comme ça. Ça marche quand même pas trop mal. En fin de mois, un peu plus calme. Les Thaïs attendent le salaire, mais sinon, les 3 premières semaines, oui, ça marche quand même pas mal du tout. Alors, ça fait combien de temps, Fabrice, que tu es en Thaïlande? Alors, ça fait 3 ans que je suis en Thaïlande. Avant ça, j'étais en Corée, je travaillais pour Cordon Bleu. Avant ça, j'étais à Jakarta pendant
pendant 2 ans. Je suis aussi allé en Afrique, aux Philippines. J'ai vécu 9 ans aux États-Unis. J'ai fait beaucoup l'Europe. J'ai travaillé pour Alain Ducasse en France. J'ai fait beaucoup de formations aux États-Unis. C'est international. Je parle plusieurs langues couramment, l'anglais couramment et le français, un petit peu l'espagnol et le hollandais. Ah, c'est très bien. Alors, comment tu expliques ce parcours international? C'est le métier qui veut ça. Le métier fait qu'on veut qu'on soit de mieux en mieux dans notre métier. Donc, ce que je fais, c'est que je changeais assez régulièrement, donc entre 6 mois et 2 ans dans la même compagnie, ce qui me permettait de rencontrer beaucoup de chefs, d'échanger beaucoup d'expériences et d'approfondir un petit peu mon domaine. Et c'est ce qui m'a permis d'en arriver jusqu'à aujourd'hui. Petite parenthèse, si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Je vous mets les liens en description. Donc, tu as parcouru le monde entier de par ton métier. Oui, sur les bateaux de croisière aussi. Donc, le bateau de croisière, j'ai fait le tour du monde, le Japon, la Corée, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Quel est ce métier, ce fameux métier? Je suis pâtissier. Pâtissier, c'est génial. Ça fait combien de temps que tu as quitté la France? Depuis 2007, j'ai quitté la France définitivement et j'y suis retourné que en vacances pendant 15 jours. En vacances, que 15 jours, qu'une seule fois? 15 jours, une seule fois. Ça te manque ou pas? Pas du tout. Pas du tout. À ce point-là? Non, la France est très jolie, mais j'aime plus trop cette mentalité donc de syndicaliste, de feignant, de... Ah ouais? Ah ouais. Je trouve que français, on est feignant. Alors, peut-être pas le français en lui-même, mais le système rend que on rend les gens très feignants. C'est-à-dire, pas bosser ou... Le chômage, payer les gens à rien faire, à rester à la maison, 35 heures par semaine. Moi, c'est ce que je fais en 3-4 jours. Je trouve qu'on y est allé une fois avec ma femme, on a été très très mal servi au restaurant, sans arrêt en train de se faire agresser par tout le monde. La qualité de service n'est pas à top. Non, c'est fini. Tu as pu constater ça par rapport à tous les pays que tu as pu visiter, c'est ça? Alors, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de... Ouais, non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, quand tu as l'habitude de voyager et que tu rentres en France, tu as un choc. Il y a un choc culturel. Quand tu rentres en France, tu n'es plus chez toi, quoi. Enfin, tu sens plus, il n'y a plus cette authenticité. J'ai plus cette envie d'y retourner de toute façon. À ce point-là? Non, pas du tout. Ça te manque pas du tout? Non, pas du tout. Il y a bien un petit truc qui te manque en France, non? Oui, les trucs qui me font en enfance, je vais les retrouver ici. Ça va être le fromage, ça va être un bon cassoulet, ça va être difficile de retrouver. Mais bon, c'est que alimentaire. Qu'est-ce que tu aimerais voir changer en France pour te donner l'envie d'y retourner? Absolument rien. Moi, je suis bien ici. Il fait bon, il fait chaud. Je paye pas beaucoup de taxes. Je gagne très très bien ma vie. Je peux m'offrir ce que je veux, le restaurant quand j'ai envie. J'ai pas besoin de regarder mon porte-monnaie, savoir si je vais tenir à la fin du mois. C'est dur de vivre en France en ce moment? Ah oui, mais même moi, quand je travaillais, même dans les grands restaurants, c'était très difficile. Oui, t'as fait quoi? Tu faisais quoi en France alors? Travaillé pour Alain Ducasse, et même en travaillant chez Alain Ducasse, les salaires n'étaient pas exorbitants. Même en travaillant sur Paris, c'est 2000, 2500, 3000 euros maximum. 2500 euros quand on travaille pour Alain Ducasse? Bah oui. Si tu t'appelles pas Cédric Grolet. Tu faisais quoi comme poste? J'ai travaillé comme chef pâtissier. Donc j'ai travaillé à l'abbaye de la Selle. J'ai fait quelques remplacements donc à la Grande Cascade à Paris. J'ai côtoyé quand même pas mal de chefs. C'est toujours la même chose. Les salaires ne sont pas suffisants par rapport... Alors aujourd'hui, ça se développe un petit peu plus par rapport aux heures. Mais aux heures qu'on faisait, non, ça payait pas. Toi, tu faisais combien d'heures à peu près? 15-16 heures par jour. 16 heures par jour? Ah ouais. 2500 euros par mois, c'est pas cher payé. Ouais, mais on aime son travail. On le fait pour la passion. Est-ce que tu penses que vos chefs profitent de ça, de vous dire, tiens, c'est un métier à passion, donc travaille dur et ne te plains pas, c'est ça? Dans ce métier-là, nous, on a appris dès le départ à pas se plaindre. Donc à travailler très dur dès le départ, sans regarder les heures. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on en est où on est. C'est pour ça que je peux facilement m'expatrier. C'est pour ça que j'ai pu aller dans tous les pays où je suis allé. C'est parce que par rapport aux heures que je fais, je regardais pas ma montre. Et le travail que je voulais faire, je le faisais avec passion. Tu as été formé à l'ancienne un peu ou... À l'ancienne, ouais. C'est-à-dire? J'ai commencé à faire un pré-apprentissage à 14 ans jusqu'à 16 ans. 16 ans, j'ai fait mon apprentissage, donc chez un meilleur ouvrier de France, qui est aujourd'hui décédé. Ça a duré comme ça pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai eu mon certificat. Je suis tout de suite parti à l'étranger, donc je suis parti en Hollande. Ah, tu savais tout de suite que tu voulais pas rester en France? Ah oui. À quel âge t'as quitté la France? 18 ans. À 18 ans, ok. 18 ans, je suis parti en Hollande. Tu as quel âge maintenant? 55. Qu'est-ce que tu as fait en Hollande? Je suis parti avec mon sac à dos. J'ai pris un billet d'avion. J'ai débarqué à Den Haag, qui est entre Amsterdam et Rotterdam, qui est la capitale de La Haye. J'ai posé mes valises dans un hostel, les auberges de jeunesse. Ouais. J'ai ouvert les pages jaunes. J'ai appelé tous les restaurants français et il y en a un qui m'a pris rendez-vous. On a travaillé aussitôt. Ça a duré combien de temps alors? Je suis resté en Hollande pendant 2 ans. Et après, j'ai rencontré un ami, Eric, qui était aussi un globe-trotter. Il a commencé à me parler de l'Australie, de l'Angleterre. Alors j'ai voulu partir en Angleterre. Donc 2 ans après, j'ai pris mon sac à dos, je suis parti en Angleterre. Où j'ai trouvé du travail aussitôt. Et t'as fait quoi là-bas? J'ai appris l'anglais. Ah, t'es parti pour apprendre l'anglais ou pour... J'ai appris l'anglais en travaillant. C'est-à-dire qu'à Londres, je suis resté à Londres, à Earl's Court, qui est un peu le quartier australien. Et j'ai eu une opportunité qui s'est créée pour aller à Aberdeen, donc dans le nord de l'Angleterre. Et je suis parti aussitôt, je suis resté 1 an pour apprendre l'anglais et à travailler. Ensuite, je suis rentré en France, j'ai travaillé donc
dans les étoilés. Et je suis parti, aussitôt après, je suis parti donc sur ma première compagnie de croisière à Miami. Toujours les mains dans les poches, avec un sac à dos. Et je suis parti par une compagnie qui cherchait un chef pâtissier. Donc je suis monté à Paris faire mon entretien. 2 jours après, j'étais dans l'avion. Mais tu te sentais pas, tu étais jeune, mais tu te sentais pas un peu instable à force de bouger? Ma mère me le disait tout le temps, mais je savais que derrière, ça allait me permettre de me développer. Au niveau des langues, au niveau du travail, de pas avoir des visières sur les yeux, de développer un peu le savoir-faire. Aussi, j'étais pas très bon pâtissier. Hein. À 22, 23, 24 ans, on n'est pas des bêtes. Hein. Et donc ça, c'est justement ce qui m'a permis de développer ce que je sais faire aujourd'hui. L'envie d'économiser un peu d'argent, de fonder une famille, non, moi, il n'y avait pas d'économie. C'est je gagnais, je dépensais. Ah ouais, tu dépensais dans quoi? Je m'achetais des pantalons, je m'achetais des chaussures, je m'achetais des belles montres. Je dépense tout ce que je gagnais, je redépensais. T'es un amoureux des montres? J'étais. T'avais quoi? Gucci, j'ai une Cartier. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Ah ouais, d'accord, tu blagues pas. Ah ouais, mes salaires partaient. Ah, il blague pas, franchement. J'étais pas comme ça. Hein. Ah ouais? 80 kilos. Alors, c'est ici, Fabrice? Voilà, donc ici, c'est Web Baking. Donc, c'est le studio, c'est là que tous les élèves viennent pour apprendre à travailler. Qui sont tes élèves? Ce sont monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, femmes de ménage, femmes d'entreprise. Des particuliers ou des particuliers, des professionnels. J'ai des chefs qui viennent des hôtels pour se faire former. J'ai des clients qui veulent juste ouvrir une boutique ou un café. J'ai des gens qui viennent juste pour le plaisir. J'en ai qui viennent parce que ils veulent faire des croissants pour leurs enfants ou faire de la pâtisserie pour leurs enfants. D'accord. Donc, si moi demain je veux apprendre à faire des croissants, tu peux m'apprendre à faire des croissants? C'est très facile. En fait, j'ai une méthode qui est bien établie, les recettes. En fait, moi, je commence et ensuite, l'élève derrière moi va refaire la même chose. D'accord, dans ton atelier? Dans mon atelier. Ah, bah, on peut visiter alors. Oui, tout à fait, oui. Donc là, c'est ton atelier, mais tu habites loin d'ici? Ici, on a l'atelier. Au-dessus, il y a les bureaux et salon. Jardin où on fait planter, où on a planté nos tomates, des salades, des herbes. Il y a un jardin ici? Oui, il y a un superbe jardin. Oui, tout à fait, on peut le visiter. Et après, au-dessus, on a les appartements, donc la chambre, salle de bain. Alors, il y a un truc qui est sympa ici en Thaïlande, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont, on va dire, leur business, leurs entreprises en bas, au rez-de-chaussée, et leurs appartements dans les étages supérieurs. Ça évite de conduire. Ça évite de conduire, ouais. Surtout que tu conduis vite, toi. Surtout en Thaïlande, c'est énorme. Et puis, ouais, t'as pas besoin de te lever 1 heure avant, quoi. Tout à fait. Ça, 1 heure, voire 2 ans. Ouais, 2 ans, c'est ça. สวัสดีครับ You speak Thai? No พูดภาษาฝรั่งเศสไหมครับ อ๋อพูดไม่เป็นค่ะ พูดไม่เป็นใช่ไหมครับคุณมาจากจังหวัดอะไรครับ อ๋อโคราชค่ะ โคราชอ๋ออีสานใช่ไหมครับ อีสาน ส ค่ะ บายดีบอก สบายดี บ่เป็นหยัง Maintenant, là, tu me mets dans la merde. Le fait que tu parles thaï à ma femme, après, elle va me demander pourquoi je parle pas le thaï. Tu crois? C'est T'as dit sûr. que j'allais te mettre dans la merde, c'est ça? C'est ça, tu vas me mettre dans la merde. Donc ma femme, c'est elle qui s'occupe donc de tout le staff, donc d'embaucher les femmes de ménage, le magasin. C'est elle qui se lève le matin à 1 heure pour tout faire pousser, pour tout faire cuire donc la viennoiserie. Qui se lève plutôt, toi ou elle? Elle. นะครับเสิร์ฟ Et c'est la dernière couche et tout. Ah oui, à C'est ce aussi- point-là ah ouais, elle travaille 16 heures par jour. elle aime bien les pâtisseries Non, เนาะ non, que la cuisine thaï. อ๋อ pâtisserie Pas de chocolat, pas de pâtisserie. คุณชอบ pastry หรือเปล่าครับ ชอบค่ะ เขาพูดคุณไม่ชอบ ใช่ไหม เพนทีนี่มันเป็นเซมครัวซองครัวซองอะไร Croissant, ใช่ cake. ใช่ แยกแบะชอบทำแต่ไม่ค่อยชอบกิน อ๋อชอบตั้มไม่ชอบกินทำไมไม่ชอบกินครับ ชอบอาหารไทย อ๋อชอบอาหาร ชอบ ไทย ส้มตำชอบอาหารอีสาน Bon, moi, elle est claire, elle veut la cuisine thaïlandaise. Que de la cuisine thaïlandaise. Cuisine, pas thaïlandaise, la cuisine de Isan. Som tam pu para, chez Mekha. ใช่ Voilà. Bon, c'est clair, donc il faut que tu te mettes au som tam. T'aimes manger le Un som jour, tam, un jour, en étant en France, je vais montrer un lapin. Ouais. Jamais voulu y toucher. Ah, tu voulais lui faire manger un lapin? Ouais. Non, elle mange pas le lapin. non. Donc chacun son truc, hein, chacun son truc. Qu'est-ce que tu as fait après Miami? Alors après Miami, je suis rentré en France. J'ai travaillé donc dans un relais château. Parce que travailler sur les bateaux, c'est bien, mais c'est très dur. C'est 16 heures, 18 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 6 mois. Donc c'est des contrats qui sont très longs. C'est vrai que quand tu as fini, tu es content. Mais en fait, je suis rentré en France. J'ai fait une saison dans un relais château et il a fallu que je reparte. J'ai pas pu m'en empêcher. T'as pas pu rester en France? Non. Vraiment Non, à ce non, point-là? non. C'est quoi que t'as pas aimé? C'est pas une question d'avoir aimé, c'est que j'avais goûté au voyage. J'avais goûté aux femmes étrangères. Ah, d'accord, c'est pour ça alors. Il y a tout. Attends, les femmes étrangères, c'est vaste. Est-ce que tu peux être un peu plus précis? Tu sais, c'est un petit peu l'exotisme. Tu parles pas la même langue ou tu as du mal à te faire comprendre ou alors tu te sers de ça aussi de temps en temps. Tu as aussi ce côté un petit peu... Le fait d'être chef, quand tu es chef... C'est plus facile? Bah ouais, c'est beaucoup plus facile. Pour te dire une idée, c'est que quand je sortais en boîte, je sortais avec ma veste de travail. Je prenais une veste propre avec mon nom et tout de suite, ça marchait. C'est pas vrai? Ouais. Donc, L'accent français, chef français. C'est plus facile avec les femmes? Ah ouais. À l'époque, oui.
Et toujours aujourd'hui. Quand elle voit un chef français Ah, chef français aux États-Unis, ouais. et en Thaïlande. En Thaïlande, c'est pas pareil. En Thaïlande, la thaïlandaise regarde pas. Enfin, je sais que pour ma femme, on s'est pas marié pour l'argent, ni pour le physique. C'est juste parce qu'on était, on était tous les deux divorcés et que, en fait, moi, je l'ai rencontré par les intermédiaires donc de l'internet. Ah, sur Internet. Ah ouais, sur Internet. Tinder, là. Sur Tinder, ouais, un truc dans ce genre-là. Et on s'est donné rendez-vous. On a eu le premier entretien et enfin premier rendez-vous. Premier entretien. Premier rendez-vous. Premier rendez-vous et en fait, bon, on s'est jamais quitté. Ça fait 7 ans. Ah, c'est très bien, félicitations. Attends, par contre, est-ce que c'était vraiment un rendez-vous d'allant, un entretien d'embauche? Non, c'était. Tu voulais la recruter, c'est ça? Non, c'était galant. D'accord, ok. Donc là, au-dessus, on a les bureaux, le jardin, femme de ménage qui fait le repassage. Tous les jours, on a toutes les vestes pour les élèves. Donc les élèves sont habillés avec les vestes et les tabliers. Il y a combien d'étages ici, tu m'as dit? Il y a encore un étage au-dessus. D'accord. Ici, donc, on a un bureau, un salon. Alors, comme je suis un peu gros, l'avantage ici, c'est que j'ai pu le faire sur mesure. C'est-à-dire? Le canapé, en fait, ils l'ont fait par rapport à mon poids. Ah bon? Ah oui, il est immense, le canapé. Hein? Ouais, il était fabriqué sur mesure et très costaud. En général, un canapé, quand tu l'achètes, surtout si tu fais plus de 90 kg, il va s'affaisser. Celui-là bouge pas. Donc ici, c'est ton appartement, ton bureau? Appartement bureau et au-dessus, on a les chambres. Et ici, on a un très joli jardin que ma femme s'occupe tous les jours. Franchement, j'adore. Parce que tu as ta maison aussi, tu vis ici et tu as ton bureau en bas, tu travailles en bas. C'est 2 minutes de temps de préparation, c'est ça? 30 secondes. 30 secondes? 30 secondes, ça va très vite. Ah, ça va très très vite. Et là, le jardin pour faire pousser de la weed, c'est ça? C'est ça. C'est à peu près ça, ouais. Donc ici, on a par exemple, on a de la menthe, on a du basilic, parce que par exemple, quand je fais de la cuisine italienne, je fais mon pesto. Donc on prend le basilic ici, et puis c'est joli, ça permet d'avoir un peu de l'oxygène, se ressourcer aussi. Fabrice, t'es sûr qu'il n'y a que des plantes de décoration aussi? Parce que c'est un peu suspect, hein? Bah, j'ai vécu en Hollande, donc je sais comment ça se pousse. Ah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu as plus sérieusement? Qu'est-ce que tu as d'autre? Alors on a du basilic, on a de la menthe, on a des feuilles de citronnier. Je m'en sers quand je fais mes citrons, gâteaux au citron. Beaucoup de romarin pour faire de la cuisine italienne, pour faire de la cuisine française. Alors les tomates, on les a finies. Il doit y avoir encore un plant de tomates qui doit être juste là, juste à l'angle là. Ici, on a du chili. Et les tomates, voilà, tu peux les voir, elles sont juste à l'angle. Voilà le chili, les amis, qu'on retrouve souvent dans la cuisine thaïlandaise et qui est très très épicé. Là, c'est quoi? Du romarin. Tu le mets en ta main, Ouais. tu frottes. Ouais. Ça sent Tu super. peux sentir? Ouais, vas-y. Ça sent super bon, hein. Franchement, ça c'est top. Hein. Ouais. C'est encore meilleur quand c'est Ouais. du jardin. Tu as la main verte alors, hein? Pas moi, ma Ça. femme. Ah, ta femme a la main verte, toi non? Ah non, moi c'est... Non. En main noire. Donc ta femme est passionnée un peu de jardinage Ouais, ou... elle adore ça. Et puis on a aussi 2 terrains corates. On a de la mangue, on a le durian qui est en Ah train oui. de pousser. Ouais, ouais. Donc elle a des fermes de... Pas une durian. ferme, elle a juste poussé, elle a commencé à faire planter tout ça l'année prochaine. On va voir, l'année dernière, on va voir comment ça va Ça sortir. pousse, ça va évoluer. Ouais. D'accord, bah, tu vas te mettre à faire des pâtisseries à l'amande et au dorian aussi. Ouais, durian, je vais essayer. Je vais faire essayer de la glace. Pour ceux qui ne connaissent pas le dorian, c'est un fruit typique ici en Thaïlande et qui a la réputation de sentir très mauvais pour... Alors ça sent Pour nous très occidentaux. mauvais, par contre c'est très très bon. Donc tu aimes le dorian? Ah, moi j'adore. Franchement, moi, je suis mitigé. Et alors, au Alors- dernier étage, à quoi? Les chambres. Donc ça, c'est une chambre. Alors Fabrice, cette chambre, en fait, c'est pour tes invités, c'est ça? Chambre d'amis, chambre d'invités. Si parfois j'ai beaucoup de travail, Ouais. je vais embaucher quelqu'un à mi-temps Ouais. pour me permettre me filer un coup de main pour faire des croissants si j'en ai beaucoup à faire. D'accord, il dort ici, en fait. Voilà, il va dormir ici pendant quelques jours. Et toi, tu dors où? Alors nous, on a la chambre à côté qui est un peu plus grande. Ok, où est la chambre? Voilà, c'est ici? Voilà. Voilà, donc ça, c'est notre chambre à coucher. C'est assez spacieux, c'est très confortable. On y dort très très bien. Alors, quel est le sentiment, franchement, de vivre ici, de travailler juste en bas? Bah, c'est agréable, il n'y a pas besoin de conduire, pas besoin de prendre la route tous les jours, surtout en ce moment où il y a beaucoup de trafic. C'est assez typique ici, en Thaïlande. Hein. Oui, en plus, comme tu vois, le parterre, le sol, c'est du bois. Et je crois que c'est un bois local, donc c'est vraiment thaï. La salle de bain est aussi très très grande. Il y a beaucoup de maisons en Thaïlande où les familles ont leur business au rez-de-chaussée. C'est assez pratique, c'est très très pratique. Et puis ça permet de payer plusieurs loyers. Ah oui, tu payes combien de loyer? Alors ici, on paye 28 000 bahts 28 000 bahts. 28 000 bahts pour tout. pour tout, voilà. Pour ton business, pour ton habitation. Voilà, pour l'école et l'habitation. Donc ça permet de faire une pierre deux coups. Ça va le cap.
Donc Miao, c'est mon bras droit. C'est elle qui prépare tous mes produits pour les Sawadika, recettes. elle prépare, pardon. Toutes mes recettes. D'accord. C'est ton bras droit, elle t'aide pour tout en fait. Hein. En fait, voilà, elle fait tout ce que moi j'ai pas envie de faire. Eh ben, t'as de la chance. Elle est bien entraînée. Ça fait combien de temps qu'elle travaille? 8 mois. C'est difficile de les garder. Alors, Pourquoi c'est dur? parce qu'en fait, dans son cas, ça se passe très bien, mais il y en a beaucoup qui vont venir un mois, ils vont gagner un peu plus d'argent à rien, ils vont partir. C'est un petit peu ce qui se passe partout en Thaïlande. C'est difficile de trouver du très bon personnel. Donc moi, quand je les ai, j'essaie de les garder. Donc elle fait toute la plonge. Sawadika. Sawadika. Ça, c'est Luna. C'est elle qui va s'occuper de tout ce qui est de nettoyer la vaisselle, le matériel de pâtisserie, de nettoyer mes plans de travail. Ok. Tout ce qui est le ménage. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 mois. Des femmes de ménage, on en a à peu près une dizaine maintenant. T'en as une dizaine en total? Au total, ouais. Ça reste 2 mois, ça reste pas longtemps. Tu les payes pas suffisamment peut-être? Non, on les paye très très bien. On les nourrit, ils prennent beaucoup. Je leur donne toute la cuisine qui reste à emmener à la maison. C'est quoi un bon salaire de staff? 15 000 bahts. 15 000 bahts, hein? D'accord. Je pense que ça reste quand même pas mal. En fait, moi, ce qui a lancé ma carrière, c'est que j'ai rencontré ma première femme sur les bateaux de croisière au Mexique. Ça a été un coup de foudre et on s'est mariés 15 jours après. Tu t'es marié avec une femme que C'est elle t'as qui m'a connue demandé pendant en mariage. 15 jours, après 15 jours de Ouais, rencontre. c'est elle qui m'a demandé en mariage. Ah bon? Ouais. Donc on est parti au Canada, on s'est mariés dans un hôtel, au Fairmont Hotel. Attends, Et comment t'as demandé ça? elle est venue me chercher au bateau quand on était en deck. Elle est venue me chercher au bateau, elle m'a fait faire le tour de Hollywood. Donc en me ramenant sur le bateau, elle me demandait si j'étais intéressé de me marier avec elle. Oh, d'accord, elle a fait une demande Ouais, officielle. officielle, Ouais. elle s'est pas mise à genoux, non? Non. En fait, moi, quand elle m'a dit ça, la seule chose que j'ai pensé, c'est « Oh, carte verte ». C'est-à-dire Je voyais le coup, moi, si je me mariais, je savais que j'aurais la une green carte. card. J'allais là avoir La le green carte card. verte pour, qui te donne le droit de travailler, c'est De ça? Hein? travailler, de vivre aux États-Unis. c'est Donc une- pour moi, à 29 ans, c'était une superbe opportunité. C'est une quoi? C'était une américaine, Attends. très très belle en plus. Ah ouais? Alors c'était plus parce qu'elle était belle, c'était plus par rapport au travail, t'allais avoir les papiers, c'était par rapport à quoi? C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Donc c'était pas que pour les papiers. Non, moi je voyais ça comme un gros colis, Ouais. une très bonne opportunité. Ouais, c'est très bien. T'es chanceux alors? Ou est-ce que tu... Là, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Ouais. Mais en 2 semaines, tu t'es pas dit, tiens, je fais peut-être le mauvais choix de me rapprocher d'une personne toute ma vie et ça va peut-être pas coller? À 29 ans, tu penses pas à ça. À 29 ans, tu veux voyager, tu veux rencontrer, tu veux avoir des expériences, tu veux t'amuser. Moi, c'était une belle voiture. Ouais, mais enfin, un mariage, c'est tout sauf s'amuser. Ah, C'est sérieux, le mariage. C'est sérieux. On est restés 7 ans ensemble quand même. On a été mariés pendant 7 ans et le fait qu'il y ait une grosse différence culturelle entre les Californiennes et les Français, que ce soit alimentaire, que ce soit vestimentaire, que ce soit ne serait-ce qu'une coupe de cheveux, ça n'a absolument rien à voir avec la France. Et donc il y a eu une espèce de relâchement entre elle et moi et ça s'est fini gentiment. On se parle toujours. Hein. On se parle Ah, toujours. Oui, on se parle. toujours en On est contact, toujours en alors. contact. Oui, tout à fait. Toujours en contact. Donc en fait, le motif numéro 1 de votre rupture, c'est quoi? C'est culturel? Ouais, il y a eu culturel et puis tu sais, quand tu es français, comme je te disais, chef, c'est difficile de rester fidèle. Ah, c'est toi qui as déconné alors, c'est ça? Dans les deux sens. Qui a déconné en premier? Elle. T'es sûr? Sérieusement. Comment tu sais? Parce que c'est elle qui me l'a dit. Comment tu l'as pris? Assez mal. Et puis après, je me suis retourné et je me suis dit, bon, allez, puisque c'est comme ça. Tu t'es vengé. Au départ, c'était un peu une vengeance. Ouais. À ce point-là? Ah ouais. C'est dur, non? Ah, Je sais pas, tu te venges, mais en fait, c'est répondre au mal par le mal. ouais, mais bon, à l'époque, tu sais, on réfléchissait pas. Alors, comment t'as fait pour rebondir à ça? Très simplement, on s'est séparés, elle est retournée chez sa mère, je me suis réinstallé, j'ai retrouvé quelqu'un, enfin une amie avec qui je suis resté pendant 6 mois. Et puis après, je suis rentré en France, au bout de 7 ans, j'en ai eu marre, je suis rentré en France. Ah, t'es quand même rentré en France alors? Une fois que j'avais fini le mariage, une fois que j'avais été divorcé, j'avais plus d'attache. Je sentais que j'avais plus d'attache aux États-Unis. Donc j'ai préféré rentrer en France, près de ma famille. Mon frère venait d'avoir un bébé, c'était le premier de la famille. Donc j'ai voulu me rapprocher. En rentrant en France, je me suis aperçu que j'avais fait une grosse bêtise, quoi. Pourquoi? J'aurais préféré rester aux États-Unis. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez des conflits culturels? Alors non, parce qu'en fait, elle me force pas à manger de la cuisine thaï, je la force pas à manger de la cuisine française. Alors, Vous faites comment pour manger ensemble? En fait, elle va regarder sur Internet et elle va me faire des plats français. Elle va me faire des ragoûts, elle va me faire des pâtes carbonara. Ou alors, je vais me faire une pizza ici. Comme j'ai tout ce qu'il faut pour me faire une pizza, je vais me faire une petite pizza. Et on va souvent au restaurant. เขาไม่ชอบกินอาหารไทยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ C'est là. ไม่ชอบเลย Elle dit que t'aimes pas manger la cuisine thaï du tout. Vraiment? non. C'est vrai?
Saiko et philippin, j'aime pas. Tout le reste, j'adore. Voilà. Tu manges quoi alors? Français? Beaucoup de merde. Beaucoup de pizza, beaucoup de KFC. Ouais. Mais alors, comment vous faites pour durer alors? Parce que sur le plan culturel, ça se passe comment? Tu sais qu'en Thaïlande, par exemple, on va pas parler politique, on va pas parler de Deuxième Guerre mondiale, on va pas... parce qu'en fait, ils ont pas du tout cette culture-là. Donc, on va plus aller manger au restaurant, on va plus aller visiter la Thaïlande ensemble, profiter des endroits, trouver des endroits magnifiques dans les hôtels. Quand vous allez au restaurant, vous choisissez quel restaurant? Thaï ou... Un restaurant qui en général va faire les deux. Ah, d'accord. Ouais, un restaurant qui fait de la cuisine thaï et de la cuisine internationale. Par exemple, à côté, il y a un restaurant qui s'appelle The Story. Ouais. Il y a tout ce que tu veux. Des sushis, de la cuisine française, de la cuisine thaï. Donc toi, ils te font un restaurant international. International. Ou des pizzas. Et alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je décide donc de travailler. Donc la première occasion, c'est de travailler pour Alain Ducasse. Et puis finalement, au bout de 2 ans, j'en ai marre. Donc je rencontre quelqu'un avec qui je suis depuis 2 ans et on décide d'ouvrir une boulangerie. Donc on ouvre une boulangerie à côté de Nancy. On fait ça pendant 3 ans. Ah, t'as quand même tenu 3 ans là? Ouais, 3 ans, ouais. C'est-à-dire que quand tu payes autant de taxes, que tu travailles 16 heures par jour, 7 jours sur 7, et qu'à la fin du mois, t'as jamais d'argent. C'est vrai? Ah oui, jamais. Tu tenais pas le mois? Si, nous on tenait le mois parce qu'on vivait sur le black ou sur l'argent qu'on mettait de côté. Mais très difficilement. Tu penses que beaucoup de pâtissiers et de boulangers vivent grâce au black en fait? Ah tous. Je veux pas les dénoncer. Ouais. Mais en France, c'est pas possible. Sur une baguette, une baguette qui vaut 1 euro, dans ta poche, c'est 5 centimes. Le reste, c'est l'État. L'État, les taxes, la farine. 5 centimes dans ta poche? Par baguette? Par baguette, ouais. C'est très peu. C'est le crouton. Ah oui, d'accord, ok. C'est tout ce que tu as, le crouton. Donc, au bout de 3 ans, j'en ai eu marre. Vraiment marre. Donc, sachant que je parlais l'anglais couramment, j'ai dit à ma femme et mes 2 filles, j'ai dit, on vend tout, on arrête et on part à l'étranger. Donc on est parti en Égypte. Comment ça s'est passé? Mais attends, tu passes du coq à l'âne, tu passes des États-Unis, tu passes de l'Angleterre et tu vas en Égypte. Ouais. Alors là, c'est le fossé culturel. Mes filles, ils ont adoré. Alors, les filles de ma femme, parce que j'ai pas d'enfants, mais les filles de ma femme que j'ai élevées ont adoré. Les 2 filles, Coralie et Laetitia, ils ont adoré. Quoi alors? Comment ça s'est passé? La ville en Égypte? Alors le Caire. Donc j'ai été embauché par l'Intercontinental, pareil comme corporate. Donc je m'occupais de tous les intercontinentales Afrique et Middle East. Et je suis resté pendant 4 ans. C'était sympa? Jusqu'à la Révolution. Ah, il y a eu... Oui, c'est vrai. La révolution donc du mois de février. Donc chance pour moi, c'est que le VP de l'Intercont était à Dubaï et donc il m'a fait venir à Dubaï où je suis resté 3 ans. Très beau pays en effet. Comment était la situation là-bas tous les jours au quotidien? Sur le plan culturel, est-ce que tu moi j'adorais. J'ai un peu appris à parler l'arabe. Les 2 filles parlent l'arabe couramment. Attends, on va te tester alors. Ana kamal arabic kois. Ouais, c'est bien. Ok, et ensuite alors? Alors on a resté pendant 4 ans. On gagnait très très bien notre vie. On était nourris, logés, blanchis. C'est quoi gagner très très bien sa vie? 6 000 euros par mois. En Égypte, c'est bien, hein? Net, c'est-à-dire pas de salaire, pas de loyer, pas d'électricité, pas de taxes. Dans ta poche? Dans ma poche, plus mes primes. Donc ça nous a permis d'emmener les filles. J'ai acheté une MacMonde et j'ai demandé aux filles où est-ce qu'elles voulaient partir en vacances. Et elles ont pointé toutes les 2 le poids sur le Canada. Oh punaise, mais c'est un papa magnifique. Il t'offre une map, une carte mondiale et il te dit où est-ce que tu vas aller. Ouais. Et tu les as écoutés? Ouais. C'est vrai? On est parti 3 mois au Canada. Moi, je t'aurais emmené à Las Vegas, mais ok, c'est bien. Moi, j'avais déjà été. Ah, t'as déjà fait Las Vegas aussi? Et les filles, leur rêve, c'était le Canada. D'accord. Alors, vous êtes resté combien de temps au Canada? 3 mois à Halifax. On a fait un peu le tour, mais on est resté. On avait loué un appartement à Halifax. Vacances? En vacances, que des vacances, pendant 3 mois. Et après? Après, je suis retourné au Caire, où j'ai fini ma 4e année. Et après la Révolution, il a fallu qu'on parte. Donc, on est parti à Dubaï. À Dubaï, j'ai travaillé pour le Westin, donc qui est sur la Sheikh Zayed Road. Très, très bel établissement. Je suis resté 3 ans. Donc, Coralie, qui est aussi pâtissière, a bossé avec moi pendant 2 ans. Ensuite, elle est partie rejoindre le groupe Yannick Aleno, donc qui est un groupe Michelin étoilé. J'ai eu une offre donc de La Rose Noire, qui est une très grosse compagnie qui fabrique des macarons, des tartes aux Philippines. Une offre que je ne pouvais pas refuser. Donc, je suis parti aux Philippines pendant 1 an. C'était bien les Philippines ou pas? Pas trop, non. Assez dangereux. À ce point-là? Ouais, j'avais un garde du corps qui m'accompagnait partout où j'allais. Moi et ma femme. À Manille? Non, on était à Clark Free Zone, donc à 1 heure de Manille, qui est un petit peu au nord de Manille, l'ancienne base américaine. Donc la ville dans une ville protégée dans une ville. Pour toi, les Philippines, c'est pas comme la Thaïlande du tout? Ah non, c'est dangereux, c'est très dangereux. La Thaïlande, c'est tranquille. Je peux me balader n'importe où, quand je veux. Je peux même conduire. Aux Philippines, tu peux pas conduire. Les gens te rentrent dedans exprès pour te soutirer de l'argent. C'est sécurisé? Pas du tout. C'est très très dangereux. C'est pour ça que j'avais un garde du corps constamment. T'avais un garde du corps aux Philippines constamment. Partout où tu te déplaçais? Partout où je me déplaçais. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, un pays très dangereux. J'étais embauché par une compagnie hongkongaise, donc Gérard Dubois, qui lui est suisse, et c'est lui qui avait instauré ça justement
justement pour ma sécurité, celle de ma femme. Est-ce que tu as déjà été confronté à des situations un peu... Oui, tout à fait, j'ai même été arrêté. J'ai même été en prison pendant quelques heures. En fait, aux Philippines, quand je travaillais dans la compagnie, j'ai un de mes staffs qui a porté plainte au commissariat de police, comme quoi je l'avais frappé. Et la chance pour moi, c'est qu'il y avait des caméras partout dans l'établissement. Et donc, c'est mon HR, Human Resources, qui a amené les cassettes donc, aux poches de police. La police a regardé les caméras. RH, hein. C'est ça, RH, DRH. Ils ont regardé les caméras, ils ont vu qu'absolument pas touché la personne comme ils prétendaient. Donc ils m'ont fait ressortir aussitôt. Le policier s'est même excusé. Par contre, ils ont gardé le gamin avec lui. Après, je sais pas ce qui s'est passé avec lui. Enfin, pas sympa. D'accord, est-ce que c'est un pays que tu recommanderais quand même ou pas du tout les filles? C'est vrai? Non, pas du tout. D'accord, mais il y en a qui ont quand même vécu des bonnes expériences aux Philippines. Il y a pas mal, il y a une Si communauté tu vis dans un francophone hôtel, si tu vis dans un hôtel, que tu restes dans un hôtel, peut-être. Moi, de mon expérience aux Philippines, je sais que c'est en 2013, c'était assez chaud. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors ici, c'est l'endroit où les gens vont venir passer une journée ou 3 jours à apprendre de la boulangerie, de la pâtisserie, faire de la cuisine. Ils veulent découvrir des nouvelles méthodes ou ils veulent acquérir une expérience. C'est des Thaïs ici en fait, c'est des Thaïs. 99% ce sont des Thaïs. Et donc j'ai une traductrice, c'est parce qu'ils ne parlent pas tous l'anglais, donc j'ai quelqu'un qui va m'aider à traduire. Ah là là. Tu sais que ça me fait peur cet endroit ici, alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Couteau d'office, couteau à filet, spatule, couteau de tour, couteau pour couper les génoises. J'ai un set pour chaque élève. Donc je peux avoir maximum 6 élèves, plus moi. Donc je dois avoir 7 couteaux ou 7 spatulas de chaque produit pour que tout le monde ait ce qu'il faut pour travailler. Ok, donc on est en Thaïlande. Est-ce que les Thaïlandais sont friands de pâtisserie Alors oui. Française. Oui, en fait, parce qu'aujourd'hui la Thaïlande se déplace énormément sur l'Europe. La France, beaucoup. Et en fait, quand ils reviennent ici, ils veulent retrouver la même expérience qu'ils ont eue en France. Donc, croissant, c'est vraiment le produit phare en ce moment. Le croissant. Ah ouais, depuis 4 ans, c'est le produit qui se vend le plus en Thaïlande. Ah oui, à ce point-là? Ah ouais, c'est énorme. Ouais, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de coffee shops ici en Thaïlande qui vendent du croissant. En toute sincérité, j'en ai goûté pas mal. C'est pas le croissant qu'on retrouve en France. Soit ils vont l'acheter ailleurs, soit ils vont le faire. Ils n'ont pas encore acquéri la notoriété qu'il faut pour faire un bon croissant. Ça peut prendre jusqu'à 2-3 ans, en s'entraînant tous les jours. De savoir faire un bon croissant, c'est ça? Ça prend un peu de temps. Combien ça coûte de se former chez toi? Alors, la journée, c'est 8900 bahts. Donc, est-ce que les Thaïlandais ont les moyens de... Oui. Ouais. Et ils cherchent jamais à discuter. C'est vrai? Ouais. Ils cherchent pas à négocier les Non, Thaïlandais. quand j'ai des Européens, ils essaient toujours de gratter. Les Thaïlandais, non, ils sont... Ouais. Puis je suis un des moins chers. Ah oui, à ce point-là? Ouais, comparé à Cordon Bleu ou une autre école, oui. C'est pour tes élèves, tout ça? Ouais. On va préparer des fouets, on va préparer les couteaux, les ciseaux, machine pour faire les zestes, rebord spatula, exoplan, la bicyclette. Attends, t'as besoin de tout ça là pour... Tous les jours, tous les jours. Par étudiant, c'est ça? Tous les jours, on prépare tout ça pour chaque étudiant. On met le maître, on va préparer donc des jogs, on va préparer tout ça pour qu'ils puissent avoir tout ça sur main, les emporte-pièces à pâtisserie. Fabrice, qu'est-ce que tu me disais sur les bananes? Un jour, on a eu besoin de bananes pour finir un décor sur un entremets. Donc, on a pris les ciseaux et on est venu tailler les bananes qui sont sur les bananiers. Donc, c'est des bananes qui n'étaient pas mûres. Où ça? Ici, là, juste là. Il est où le banane? Ah, là? Là et là. Il y en a même des belles bananes sur le côté. Là. C'est des bananes publiques? Des bananes vertes. Donc, on les a taillées très finement. C'était pour mettre dans le four, pour les faire sécher, juste pour décorer. C'est vrai? Ouais. Avec les élèves? Avec les élèves, ouais. Ah, c'est pas mal. Avec ça. les ciseaux, on est venu chercher nos bananes dans la rue. Ouais, en France, tu te ferais tirer dessus. Ah ouais, à ce moment-là, et la personne t'a rien dit? Ouais, ça, tu peux les prendre comme tu veux. Donc, tu viens souvent te fournir en bananes ici, alors? Non, on a pris 2-3 bananes, c'est tout. T'as rencontré Arnold Schwarzenegger aux États-Unis? Oui, j'ai rencontré Arnold Schwarzenegger. J'en ai rencontré beaucoup, en fait. Beaucoup de sport players, des basketball players, beaucoup d'acteurs. Whoopi Goldman, Tom Cruise, Robert Redford. T'as cuisiné pour eux? En fait, ils venaient dans le restaurant où je travaillais. Donc, on n'a pas le droit d'y aller. Mais par exemple, Arnold, j'ai eu la chance. On a eu le droit de faire la photo de groupe. Et donc, j'ai eu la chance de faire la photo avec lui. Et en Afrique, t'as rencontré qui? François Hollande, pour un meeting avec Ouattara. Ça surprend parce qu'en fait, on ne se représente pas l'image de ce personnage qui est d'une gentillesse phénoménale. François Hollande? Ouais, c'est lui qui s'est levé, qui est venu nous voir sur le buffet, moi le chef, et qui nous a dit, bon les gars, on fait la photo après. Hein. Donc, c'est sympa ça. Donc on a fait la photo ensemble et c'était un très bon moment, on a bien rigolé. Pourquoi on est venu ici, Fabrice? Ici, voilà, on a All for Baking. C'est un des 2 gros magasins sur Bangkok où je peux acheter tout ce que j'ai besoin pour la boutique. D'accord. Donc l'équipement, rouleau à pâtisserie, colorant alimentaire. Donc tous les futurs boulangers, pâtissiers, c'est ici que ça se passe. Voilà, donc moi j'ai un deal avec eux.
Et il me faut ma promotion, j'ai 10% sur tout ce que j'achète et je leur envoie tous les clients ici. Ensuite, alors, tu t'es orienté vers quel pays? Alors après les Philippines, j'ai mon ancien directeur donc, de l'Intercompte d'Égypte qui me demande de le rejoindre à Abidjan, au Sofitel. Ah, t'es parti au Sofitel de Abidjan. Sofitel Abidjan, donc qui est un hôtel d'État. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, qui appartient donc à la présidence. Et donc j'ai travaillé pendant quasiment moins d'un an, on va dire, 9 mois. C'est un pays qui est très difficile. À ce point-là? Ah ouais. Sur le plan, quel plan culturel, sur le plan sécuritaire? Les gens viennent pas travailler, te préviennent pas. Tu peux pas les virer parce qu'ils sont syndiqués. C'est la seule chose qu'ils sont gardés de la France, le syndicat. C'est tout ce qu'ils ont gardé de la France. Ils sont tous syndiqués. Donc, tu avais des difficultés, on va dire, sur le plan professionnel. Professionnel, à très manager difficile. les gens. Très difficile, c'est ingérable. Les seuls avec qui j'arrivais à travailler, c'était les filles. Les gars venaient jamais travailler, ou une fois sur deux. Ah, tu peux absolument rien leur dire. T'étais bien payé là-bas ou pas? Ouais, c'était pareil, très très bien payé. À l'époque, je sais plus, 6 000 € par mois. Nourri, logé, blanchi, billets d'avion, sécurité. Et les employés, ils avaient combien? 300 €. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle ils n'aimaient pas travailler, non? C'est pas mon problème. Je suis embauché pour les faire travailler. Donc non, c'est très difficile. Et puis il y a eu cette histoire en 2004 où la France avait tiré devant l'hôtel, où avait tiré à vue donc sur la population. Donc ça avait fait énormément de morts et il y avait encore les impacts de balles donc sur l'hôtel. Ils avaient même abattu des gens dans l'hôtel. Ça avait fait un gros scandale à l'époque. Il y a toujours ça derrière ta tête où ça peut encore arriver. Donc les Français, est-ce qu'ils sont bien appréciés en Côte d'Ivoire ou pas? Alors, les Français sont assez bien appréciés parce que la langue quand même est française, mais en termes généraux, c'est pas un pays vraiment où il y a grand chose à faire, quoi. La plage, le Grand-Bassam qui est quand même assez loin de la ville, les restaurants qui sont quand même de médiocre qualité, à part le poisson, il n'y a pas grand chose à manger. Mais un jour, j'irai peut-être faire des vidéos en Côte d'Ivoire, ça peut être pas mal. Ok, donc après la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as fait? Alors après la Côte d'Ivoire, en fait, moi j'ai été contacté par le chef exécutif donc de Bahreïn, donc de la famille royale, qui m'a contacté par téléphone directement à l'hôtel. Je pense que j'avais dû faire un magazine, genre le journal du pâtissier, où j'avais fait une page. Donc mon nom, mon email adresse était sûrement apparu sur une des pages. Et le chef en fait m'a contacté, il a eu mon numéro de téléphone et en fait m'a demandé si je serais intéressé pour partir sur Bahreïn. Alors j'ai dit ouais, moi j'ai un très bon travail ici. Et en fait m'a expliqué un petit peu que le salaire était très très bien, que le billet d'avion était en première, que... Le salaire, attends, c'est quoi le salaire? À Bahreïn? Ouais. Quasiment 10 000 €. 10 000 € par mois. Par mois, ouais. Pour travailler pour la famille royale. Que pour la reine en fait. Que pour la reine. Que pour la reine. Donc Le au palace. pâtissier de la reine. Le pâtissier de la reine, voilà. Donc on est 90 chefs juste pour une petite dame. 90 chefs pour une dame. Ouais. Ça, c'est Il y a dingue. 400 personnes qui travaillent au palace. D'accord, 400 personnes pour faire une tarte aux fraises Alors par jour. 90 chefs et le reste, c'est les femmes de ménage, les jardiniers, le garagiste qui entretient les voitures. Un seul pâtissier, bien sûr. Hein. Alors un pâtissier, toute mon équipe, on est une quinzaine. Pour une seule personne. Pour une seule personne. D'accord. Matin, midi et soir. Et tu faisais combien de pâtisseries pour elle par tous les jour? jours, on avait un menu qui se répétait jamais. On faisait un buffet tous les jours, je sais pas, de tête, si je me rappelle bien, on faisait une 25 pâtisseries. Entre les entremets, les verrines, les plats chauds, les plats froids. C'est pour elle et son entourage. Juste pour elle. En fait, elle vient au buffet, elle prend ce qu'elle veut parce qu'elle n'aime pas se faire servir et ensuite, ralasse. C'est pas vrai. Elle vient, elle choisit et le reste alors, vous en Ça faites part à quoi? la poubelle. La reine, elle en mange une. Et Elle n'y touche pas. Elle mange pas de pâtisserie. C'est juste pour voir. Mais tu rigoles. Non, je plaisante pas. Donc, les amis, là, il faut qu'on comprenne. Là, il faut qu'on... Ces gens-là vivent sur une autre planète. Là, il faut qu'on éclaircisse ce point. Ils ont embauché un pâtissier 10 000 € par mois Juste pour le fun. pour faire 25 pâtisseries pour la reine du Bahreïn tous les jours, mais qui, elle, n'en mangeait pas. Non, elle mange pas de sucre, elle mange pas de lait, elle mange pas de beurre, elle mange pas d'huile, elle mange absolument pas de farine, pas de sucre. Là, je suis, je suis choqué. Moi aussi, les premières fois, oui, j'étais très très choqué. Alors, Sur le buffet, tout est encore là. On fait quoi avec ça? On jette. alors, tu l'as mal pris ou pas au début? Non. Vous savez, franchement. moi, à la fin du mois, quand j'ai mon salaire. Mais tu te sentais pas utile, en fait, franchement. Bah si, parce qu'en fait, si tu faut comprendre une chose, c'est que je suis tellement bien outillé dans mon labo qu'en fait, ça me permet moi de me développer. C'est-à-dire que je peux expérimenter, je fais beaucoup de choses que je me dis qu'elle va peut-être essayer, genre un peu de pâtisserie moléculaire, où il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de farine. Donc ça me permet justement d'expérimenter beaucoup de choses et d'améliorer mon savoir. Fabrice, s'il te plaît, rassure-moi. Est-ce que pendant un an, Oui. elle a au moins goûté une de tes pâtisseries? Oui, elle a mangé un peu de sphérification. C'est quoi ça? Alors ce sont des purées de fruits ou des fruits que je retravaille avec des agar-agar, des iota, donc des carrageenan que je retravaille pour former. Donc il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de beurre. Et en fait, je fais des sphérifications. Donc ce sont des produits qui sont entourés de calcium que tu vas mettre dans ta bouche, qui vont exploser en bouche. Et ce sont des choses qui justement n'ont aucun produit rajouté. Donc ça, elle pouvait. Elle a aimé ou pas? Ah, elle adorait. Elle adorait. Ah, elle adorait. Donc elle a recommandé. En plus, elle parle le français couramment. Ah d'accord. Comment s'appelle après la reine? Alors si je me trompe pas, c'est Sheikh Al Alake. Chacun a Là, ma femme arrive.
On va éviter de parler des... Des filles, elle est au courant. Je lui ai tout dit. Ah, tu l'as tout Oh, dit. oui, hein. elle C'est vrai. sait, elle sait Honnêteté alors. Elle s'appelle Dao. So, Dao. ça, Dao, c'est son, l'étoile. c'est son nickname. Et Dao. son nom, c'est Shiwapon Tiantonglang. Ok. Parce qu'en fait, les Thaïlandais, il faut savoir un truc, c'est qu'ils ont tous un nom propre et puis ils ont aussi un surnom. Donc le surnom, c'est Dao, c'est Dao. l'étoile. C'est ça? Là, tu sais mieux quoi, parce que moi, je parle pas thaï. Dao, c'est l'étoile. Tu Ok. peux l'appeler de temps en temps ma petite étoile. Bah, moi, je dis Oni. Ma chérie, mais il peut l'appeler étoile, c'est ça, ma petite étoile, ça va lui faire plaisir. On continue parce qu'on était où là? On était à Bahreïn. On était à Bahreïn, ok, ensuite alors. Alors, à Bahreïn, en fait, j'ai rencontré donc ma femme. Ses conditions, elle. T'as rencontré ta femme au Bahreïn? Ouais, au Bahreïn. C'est ouais. pas vrai. Ouais, elle travaillait dans un salon de Mais beauté. c'est un signe alors. Pile, quand on parle du Bahreïn, ta femme arrive. Ouais, Ok. Donc, elle travaillait dans un salon de beauté. Et donc, on s'est rencontrés via Tinder ou un autre, je sais plus, enfin, peu importe. On a commencé donc à se voir tous les jours. Attends, tu te rappelles plus d'ici où t'as rencontré ta femme? Non, il y en a plusieurs. Si je le faisais, elle le faisait, donc c'est pour ça qu'elle est au courant. D'accord, ok. Mais on est tout de suite restés ensemble. Et en fait, quand j'ai commencé à chercher un petit peu, à creuser ou pour qu'elle travaillait dans ces conditions, ça m'a énormément révolté. Leur façon dont elles étaient gérées au niveau du travail. C'était quoi son poste? Bah, elle était dans un salon de massage, un salon de beauté, donc les make-up pour les femmes. En Bahreïn, c'est les femmes dans les salons de spa. Et donc très mal payées, très mal logées. Bon, à part que quand après elle est venue avec moi. Mais donc j'ai décidé donc de la faire sortir de Bahreïn parce que j'ai récupéré son passeport. Parce que voilà, ces gens-là... Ah oui, c'est vrai qu'au Bahreïn, ils gardent les passeports. Ils gardent en leur fait, passeport, c'est ça. donc j'ai récupéré son passeport. Punaise, ils gardent ton passeport pendant que tu travailles, c'est ça? Oui, enfin... Pendant eux, toute la durée ou... pas moi, eux. Les petites mains, on va dire. Les gens mal payés, les Thaïs, les Pakistanais, les C'est une Indiens. sorte de chantage, ça. Hein? C'est du chantage, oui, tout à fait. Donc j'ai payé pour récupérer son passeport, je lui ai pris son billet d'avion, je l'ai fait, Combien t'as payé? à l'époque, je crois 500 €. Et donc je l'ai mis dans l'avion, donc premier avion, je l'ai fait partir du pays en lui disant que j'arrêtais de travailler et que je la rejoignais. C'est fuir le pays ou c'est récupérer ton passeport? C'est quoi en fait? J'ai récupéré son passeport. Putain, tu devrais le récupérer gratuitement normalement, non? Ouais, mais bon, dans les pays comme ça, tu fais pas ce que tu veux. Donc, je me suis servi un petit peu quand même de ma position pour faire un peu le forcing. Ah oui, de ta proximité avec la reine. Tout à fait. Donc, ce qui a très très bien marché. Sans ça, t'aurais pas pu. Hein. J'aurais eu beaucoup plus de mal, énormément de mal. D'ailleurs, ma voiture était immatriculée donc à la cour royale, donc je pouvais me permettre de rouler à la vitesse que je voulais. Sur les barrages, j'ai jamais été arrêté, j'ai jamais été contrôlé parce que justement, j'avais un peu le côté diplomatique. Tu t'es servi de ce statut un peu, non? Oui, bah, bien sûr. Beaucoup, non? Tous les Oui, jours. surtout pour conduire. Juste pour conduire? Ah, ou, oui, oui, quand tu peux rouler à plus de 220, ouais, c'est cool. C'est dangereux. Bah, pas à C'est Bahreïn, dangereux. les routes il y a très peu de circulation, les routes sont très bien faites, c'est très large. T'es resté combien de temps au Bahreïn? Un an. Un an, donc après tu as permis à ta femme de quitter le pays. Donc je l'ai mis dans le premier avion, je l'ai rejoint je crois 2 ou 3 semaines après. Je suis venu en Thaïlande pour la 2e ou 3e fois et donc j'ai recherché du travail aussitôt. J'ai eu donc le premier contact avec le CARE qui voulait me faire venir dans le même hôtel, sauf que comme on n'était pas encore mariés, c'était un gros problème de visa. Donc j'ai décidé de chercher autre chose et dans la semaine j'ai trouvé donc ce poste à Jakarta, donc à l'hôtel Borobudur, qui est un des plus gros hôtels donc de Jakarta avec un magnifique parc où je suis resté 2 ans et ça s'est super bien passé puisque ma femme pouvait vivre avec moi dans l'appartement. On avait un superbe appartement, piscine olympique, terrain de tennis. Donc il y avait vraiment tout ce qu'on voulait, nourriture à volonté. C'est sympa l'Indonésie? Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un pays qui est magnifique. Les gens sont superbes. C'est un des pays où il y a le plus de musulmans au mètre carré. Comment ça se passe de vivre dans un pays musulman? Parce que toi, tu as l'habitude, tu as Moi, j'ai vécu en Égypte, tu as vécu au Bahreïn. J'adore cette mentalité musulmane. Ah ouais? Qu'est-ce qui te plaît dans la mentalité musulmane? Leur attitude, humble, sincérité, le fait de travailler avec eux tout le temps, toujours très bien, un respect. Très grand respect. J'ai jamais eu de problème en fait. Ça s'est toujours très très bien passé. Toujours eu des très bons contacts. Et le fait de parler un tout petit peu l'arabe, alors en Jakarta, il parle pas du tout l'arabe, il parle plus le hollandais. Il parle plus le Ah oui, hollandais? c'est un pays qui a été envahi par la Hollande, qui avait été par exemple, l'ancien président qui venait avec sa femme, qui venait à l'hôtel, parlait le flamand couramment. D'accord. Bon, c'est très bien. J'adore faire des vidéos parce que en tant que youtubeur, on en apprend toujours, tu vois. J'en apprends. Je savais pas du tout ça. Ouais, tu verras d'ailleurs, c'est que si tu vas à Jakarta, tu vas voir qu'il y a beaucoup de bâtiments culturels hollandais. D'accord. Je savais pas du tout. C'est bon à savoir. Sans sucre, je vis pas. Parfait. Excellent. Hein? Excellent. Pas mal. Après, la machine à café, elle coûte vraiment cher aussi. Hein. C'est C'est un bon investissement. C'est la première chose que j'ai acheté quand on a démarré ici. Ah ouais? On allait faire beaucoup d'heures, donc je savais que j'allais avoir besoin de beaucoup de café. Et tu voulais absolument un café de qualité.
Pas forcément pour moi, mais aussi pour mes clients. Je peux pas les recevoir avec un verre d'eau et un peu de limonade. Est-ce qu'on peut dire le prix de la machine à café ou pas? Parce Oui, que on peut, vraiment... on peut. Je l'ai acheté en pot, je crois que j'ai payé 1000 euros. 1000 Un euros, petit peu hein. plus de 1000 euros. Ouais. 1000 euros, ouais. Et je confirme, le café est vraiment bon. Je trouvais que la machine était trop chère, mais le café est vraiment bon. Quand on aime le café, c'est très bien. Donc moi, ce que j'aime bien montrer aux clients quand ils viennent ici, c'est la qualité du produit. Donc ce que je fais souvent, c'est quand ils arrivent, on a des croissants qui sont prêts pour le petit déjeuner. Et donc on va prendre une planche à découper, on va saisir un couteau et on va couper le croissant. Et ensuite, je leur montre l'intérieur. Et en fait, l'intérieur, il faut que ce soit très ajouré. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'air. Et en fait, voilà, c'est ce que tu as ici. C'est quoi ça alors? Ça, c'est un pain au chocolat et avec une confiture de framboise. Une pâte de fruits à la framboise. Et si tu sens ça, ça sent... Donc ça c'est une sent très bon, signature. hein. C'est une signature de moi. On forme les gens pour le faire ici. Et puis, moi, j'en mange un tous les jours, quasiment. Moi, à force de faire des vidéos, des dégustations, je veux prendre du poids, tu sais, Tu vas devenir comme moi. Un vrai boulanger. Un vrai boulanger. Ce qui est bien, c'est que moi, je suis breton. Ouais, En breton, il y a beaucoup de vent. ouais. Donc moi, je suis bien stable. D'accord. T'es stable. Je bouge pas. Je suis stable aussi, tu Ça sais. bouge pas. Ah, j'ai hâte, là, j'ai hâte. Vas-y, Allez, vas-y. c'est parti. Allez, attaque. Alors, j'attaque par ça? Ouais, Allez. vas-y. Est-ce que tu m'aides ou pas à déguster? Moi, j'en ai déjà mangé un ce Toi, matin. t'as déjà mangé? Donc, pâte de fruits à la framboise, 2 barres de chocolat. Vraiment pas mal. Donc, il faut 3 jours pour faire ça. 3 jours? Ouais, il y a l'apétrissage, il y a la fermentation, et ensuite, il y a le croissant qui est à faire. Bon, le seul problème en Thaïlande, c'est Attends, l'humidité. c'est un pain au chocolat ou c'est à la framboise? Je comprends pas. C'est un choco framboise. C'est un choco framboise, les amis. Donc, on oublie chocolatine, pain au chocolat. C'est un pain au choco C'est un pain framboise. choco framboise. Voilà. Pour ceux qui ne croient pas que c'est de la framboise, voyez la couleur un peu rouge. Donc, j'ai framboise, banane, abricot. Ça va dépendre de la demande des clients. J'ai beaucoup de clients qui m'achètent des croissants pour leur café. Donc, parfois, je leur fais même le croissant juste pour eux. C'est-à-dire que j'ai une cliente qui veut l'abricot, elle veut juste l'abricot pour elle. Elle veut que ce soit distribué nulle part. On fait les chocolatines et ça, c'est le pain suisse. Donc, c'est le nouveau trend avec les lignes sur le dessus. Donc, on coupe un croissant qu'on repose dessus. On abaisse, ça donne cette rayure qui est jolie. Ça donne un peu ce croustillant. Et à l'intérieur, c'est une crème pâtissière, des pépites de chocolat. On va faire pousser, on va cuire. Donc, ça, c'est beaucoup demandé. Ça? Pain suisse. Pain suisse, les amis. Pain suisse, je peux le couper ou pas? Ouais, vas-y. Allez, c'est moi qui vais le couper. Crème pâtissière. Comment on coupe? Comme ça ou comme ça? Comme tu veux. Allez, comme ça. Donc, crème pâtissière et pépites de chocolat. Crème pâtissière, pépites de chocolat. J'arrête mon métier de youtubeur et on va être pâtissier maintenant. Santé? Pas mal du tout. Ça ressemble au pain au chocolat, non? Ouais. Donc, le pain suisse, c'est une pâte à croissant fourrée avec une crème pâtissière. Des pépites de chocolat, tu refermes et ensuite tu vas le cuire. Donc ça a été changé un petit peu pour moderniser un peu le produit. Cédric Grolet le fait, enfin tous les grands chefs le font. Voilà, c'est délicieux, c'est onctueux. Franchement, excellent, excellent. Allez, on continue la dégustation. Là, on a le pain au raisin, c'est ça? Alors, Faut le couper ou raisin, pas? ou alors si tu es dans l'est de la France, ça va être un escargot. Un escargot? D'accord. L'Est de la France, je savais pas qu'on appelait ça un À escargot. Nancy, ça va s'appeler un escargot. Ok. Alors, dégustons l'escargot. On découpe l'escargot, on découpe comme ça ou Comme tu veux. Moi, ce que j'aime bien, c'est tirer dessus, en fait, le dérouler. le dérouler? Allez. Le dérouler, je le mange comme ça. On va dérouler l'escargot, les amis. Ou alors je le trempe dans le café. Tu trempes dans le café carrément? Moi aussi, j'aime bien le dérouler, au fait. C'est pas mal. Pas mal du tout l'escargot. En tout cas, si vous voulez apprendre à faire ces pâtisseries, vous venez voir Fabrice. C'est ce que je fais tous les jours. Voilà, c'est ce qu'il fait tous les jours, c'est son métier. Et tout ce que les élèves fabriquent repartent avec. Il est grand ton couteau quand même, non? Alors, c'est un couteau à génoise. En fait, j'aime toutes les pâtisseries. Alors, pour être honnête avec vous, ma préférence va vers le pain suisse. C'est bon, hein? Ouais, c'est vraiment bon. Et là, on sera emmené à se revoir, on est obligé maintenant. Donc après Jakarta, alors? Alors après Jakarta, donc j'ai été contacté par Cordon Bleu en Corée. Pareil, donc je suis parti faire mon test en Corée. J'ai été pris aussitôt. J'ai fini mon contrat donc à Jakarta et on est parti avec ma femme. On est parti en Corée aussitôt. C'était bien ou comment ça s'est super, passé? Super. C'est vrai? Ah ouais. Quelles sont les grosses difficultés que tu as eues en Corée? Moi j'en ai pas eu. J'en ai pas eu parce qu'en fait j'étais embauché avec un visa qui est spécial qui donne 10 000 visas par an distribués. C'est donc mon statut en Corée était professeur universitaire. D'accord. Donc, Enseignant. Enseignant. Donc j'ai un visa qui est très spécial, qui me permet de ne pas avoir à attendre. Souvent, quand on est revenu en Thaïlande en vacances, ils me changeaient mon phare de ticket, c'est-à-dire de business, d'économie, qui me mettait en business ou en premier. Ah, c'est pas mal ça. Okay. Juste parce que j'étais justement enseignant. Le fait de mon âge et le fait de mon poste me permet d'avoir une notoriété sur la Corée qui était excellente, quoi. Sur le plan culturel, est-ce que la Corée, tu as eu des difficultés d'adaptation? Alors, moi non. Des amis qui travaillent, qui ont eu beaucoup plus de mal que moi. Moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait, en tant qu'enseignant et
travaillant pour une école française de cuisine, on est déjà très respecté, donc j'ai pas eu vraiment beaucoup de problèmes avec les élèves. En termes de culture, même chose, je me suis très très bien adapté. Ça a été vraiment un des très très bons souvenirs que j'ai eu de la Corée. La nourriture, j'adore la... T'es resté combien de temps là-bas? 2 ans. Et alors, pourquoi t'es pas resté plus longtemps Alors, si ça se passait bien? Le Cordon Bleu donc, de Bangkok m'a demandé, enfin le propriétaire de Cordon Bleu c'est Cointreau, donc Charles Cointreau m'a demandé, puisque ma femme était thaï, de venir m'occuper de l'école de Bangkok où je suis resté 1 an. Pourquoi t'as quitté Séoul pour venir à Bangkok? Alors, mieux payé, non? Non, les 2 écoles sont complètement différentes. Par exemple, à Bangkok, en Corée, le cursus est beaucoup plus strict, bien mieux établi. Ouais, mais c'est pas ça qui t'a motivé à venir. C'est quoi? C'est le salaire? Ah non, le salaire en fait n'a pas bougé. En fait, ce qui s'est passé... C'était combien à peu près? Bah pareil, je touchais à peu près 6 000 euros. Le fait que mon salaire justement n'ait pas bougé a... Le niveau de vie est différent aussi. Oui, mais en fait, moi, j'étais content. C'est le du site qui n'était pas content. Parce qu'en fait, du site embauche tous ses salariés beaucoup moins cher que ça. Comme moi, j'étais transféré par Cointreau, ça a posé beaucoup de problèmes par rapport au management du site qui gère justement Cordon Bleu. Et donc, mon salaire les gênait énormément, quoi. Bah, je gagnais beaucoup trop d'argent ici par rapport aux autres chefs. Avec ces 6 000 euros, tu allais avoir une meilleure qualité J'ai de vie. négocié mon salaire le même que la Corée. Ah, ça a été négocié. Alors moi, j'ai dit à mon patron, j'ai dit, moi, j'ai pas de problème, je veux bien venir en Thaïlande. Par contre, mon salaire bouge pas. Et il a accepté. Et alors, t'as tenu combien après? Ah bah moi, j'ai fait 1 an. Au bout d'1 an, j'ai pas trop aimé la politique donc de leur établissement. Donc, j'ai décidé de me mettre à mon compte. T'as quitté ton travail ou t'as été viré du coup? Ah non, j'ai quitté mon travail. Alors aujourd'hui, je suis formateur, boulangerie, pâtisserie et occasionnellement, on fait de la cuisine. En Thaïlande. En Thaïlande. À Bangkok. Pour ceux qui sont curieux d'en savoir un peu plus sur la pâtisserie française ici en Thaïlande, n'hésitez pas à venir voir Fabrice. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. Merci beaucoup Fabrice pour ton partage d'expérience. Ah, c'est mon plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.